Alors, chers internautes, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Philippe Jumel. Philippe Jumel, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes donc avec Jérôme qui a lu votre livre que vous avez coécrit avec Morad El Attab, Oui. Crise d'une crise à l'autre, dont nous allons parler ce soir. Mais tout d'abord, je vais vous demander de vous présenter. Alors, ce qui est plus intéressant, c'est de présenter le livre, qui est le troisième de la série. Le premier, qui s'appelait La finance mondiale, tout va exploser, datait d'octobre 2008, et il avait comme caractéristique d'annoncer la faillite de Lehman Brothers, qui était prévisible depuis avril 2008, parce que sur le marché de Wall Street, les traders jouaient sans arrêt contre Lehman Brothers. C'était vraiment la biche poursuivie par les chiens féroces. Et on savait depuis juillet 2008 que les banques, on leur demandait de se recapitaliser déjà, ne pouvaient pas le faire parce que lorsqu'elles émettaient des actions nouvelles, eh bien, il y avait des traders qui vendaient les titres à découvert pour faire descendre les cours en dessous du cours d'émission des actions nouvelles. Donc elles ne pouvaient pas en émettre. Et c'est ce qui s'est passé en juillet 2008 en Grande-Bretagne pour deux banques qui ont été nationalisées par la suite. Alors récemment dans l'actualité, il y a eu les experts en Italie les experts en sismologie qui ont été condamnés à quelques années de prison pour avoir fait de mauvaises prédictions sismologiques. Est-ce que vous pensez que justement pour l'économie et pour la crise de 2008, justement dans ce cas-là, il y aurait nécessité effectivement à ce qu'il y ait des peines de prison pour les experts? Le rêve. Euh, En réalité, bon, le problème de la responsabilité pénale devrait d'abord s'appliquer à ce qu'on appelle les agents principaux, le terme utilisé en économie américaine, les agents principaux, c'est-à-dire les dirigeants des entreprises, des banques ou des entreprises financières du shadow bank. Cette responsabilité existait autrefois. Bon, pour la petite histoire, lorsqu'un banquier aux Pays-Bas au XVIIIe siècle faisait faillite, il était pendu en place publique. Mais on en est un petit peu sorti. La tradition voulait au XIXe siècle qu'un banquier qui fasse faillite écrive une lettre pour demander pardon aux hommes de ses turpitudes avant de se tirer une balle dans la tête. Bon, noblesse oblige. Nous n'en sommes plus là aujourd'hui. Il n'en reste pas moins qu'en 1987, lors du scandale des Savings and Loans aux États-Unis, c'est-à-dire des caisses d'épargne qui avaient beaucoup spéculé sur l'immobilier commercial, eh bien, il y a eu des faillites. Il y a eu tout de même 1750 responsables des Savings and Loans qui ont tout de même atterri en prison, même pour des peines courtes, et 2500 banquiers qui ont été déclarés complices et qui ont été aussi faire un petit tour en prison. Je crois personnellement que si la responsabilité des agents principaux, c'est-à-dire les dirigeants des entreprises, les banquiers et de certains financiers, cette responsabilité pénale était retenue comme autrefois, ce ne serait pas plus mal, on aurait plus d'honnêteté, ça c'est sûr. Donc effectivement, au lieu d'aller dans cette direction-là, le gouvernement socialiste qui a été élu il y a quelques mois, a décidé de voter le traité européen TSCG, qui impose 0,5% de déficit, si je me trompe. 3%. Non, c'est plus compliqué. Il faut C'est réduire plus le compliqué. déficit de 4,5 à 3% en un an, et ensuite le réduire d'ici 2017 à zéro. Et le traité exige un excédent d'1,5% par an par la suite pour rembourser la différence entre les 90% de dette publique actuelle de l'État français et les 60% prévus par le traité j'allais dire de Maastricht, mais par le traité de Lisbonne et le TSCG maintenant. Donc vous expliquez que les traités européens, notamment Maastricht dans votre livre, ont été conçus pour le beau temps qui ne sont pas en soi conçus Non. pour sortir l'Europe de la crise. Non. Au début, ce sont les Allemands qui ont imposé la règle. Ils ont pensé que l'absence de déficit budgétaire éliminerait tout risque de crise. Ils l'ont inscrit dans le traité de Maastricht, et puis quand l'Allemagne a eu des déficits dépassant les 3% du PIB, qui étaient déficits excessifs, eh bien, elle a interdit à la Commission de Bruxelles de déclencher les procédures pour déficit excessif. L'Allemagne et la France. Alors, il est évident que le traité de Maastricht est devenu un petit peu caduc avec cette décision prise en 2005, et les Allemands l'ont rétabli avec le TSCG de façon plus.
La question qui se pose, c'est plutôt de savoir si la crise financière européenne s'explique par des déficits budgétaires. C'est vrai pour la Grèce. La Grèce a annoncé un déficit, je crois, de 5%, et elle avait un déficit de 15,5%. Donc par conséquent, les comptes grecs étaient un peu des comptes sorciers. Ont été falsifiés par Goldman Sachs. Goldman Sachs, je ne sais pas s'ils ont falsifié les comptes, c'est autre chose. Goldman Sachs était en train de chercher des financements très curieux de la dette grecque par des échanges de dérivés d'intérêt. Vous savez peut-être ce que vous pouvez pas savoir trop ce que c'est qu'un dérivé. On sur le shadow banking après. Vous pouvez dire tout de suite ce qu'est un dérivé. Voilà, oui. C'est pas très compliqué. Ce sont en fait des produits fictifs dont l'échange constitue un contrat et la force du contrat le contrat donne la force de l'existence des produits fictifs. Donc vous pouvez donner n'importe quelle existence à n'importe quel produit fictif à partir du moment où vous avez un échange, puisque l'échange est un contrat. Voilà, vous avez la définition théorique du dérivé. Maintenant, les dérivés les plus classiques, je crois qu'il faut donner les deux types de dérivés classiques pour que le spectateur voit bien. Le premier, c'est ce qu'on appelle les dérivés de taux d'intérêt. Là, je demanderai au spectateur de faire confiance à la définition que je donnerai. C'est ce que l'on appelle des suites d'intérêts. Ça s'enseigne, je crois, en première S. Et ça s'enseigne également en terminale S, les suites d'intérêts. Donc, ce sont des produits que les Anglais appellent les produits vanille, qui sont très simples. Donc, ce sont des échanges de suites d'intérêts. Lorsque vous n'avez pas de règles butoirs, de règles de, comment dirais-je, d'adaptation à d'autres taux d'intérêt, ou d'adaptation à des taux de change, si les règles sont très simples, cela marche. Mais souvent, elles sont beaucoup plus compliquées, et à ce moment-là, vous avez des drames qui se produisent. Ça, c'est le problème. Alors, l'autre type de dérivé qui est très connu, c'est ce qu'on appelle les CDS, Credit Default Swaps. Ce sont en fait des polices d'assurance. Simplement, vous n'êtes pas obligé d'assurer ce qui est assurable. C'est-à-dire que vous pouvez assurer la tête de votre vieille maîtresse et toucher la prime si elle meurt, ou bien la maison de votre meilleur ami sur l'incendie et toucher la prime sur l'incendie de la maison de votre meilleur ami. Vous voyez un petit peu ce que c'est que la CDS. Très souvent, les innovations financières de Wall Street sont des innovations juridiques qui ont pour but de transformer des obligations juridiques qui étaient logiques en défaut d'exigence. Donc vous pensez que la crise actuelle mondiale qui est basée sur un manque de liquidité dans l'économie est liée au développement de ce type d'activité financière? Alors, actuellement, dire qu'il y a un manque de liquidité, je crois que... Alors, je précise pour l'économie réelle. Pour l'économie, et même réelle, et même surtout européenne, parce que aux États-Unis, les liquidités ne manquent pas. La Federal Reserve a porté son bilan de 870 milliards d'euros vers fin 2008, et c'était déjà une augmentation de 200 milliards. Elle l'a porté d'abord à 2003, puis à 2009, et elle continue à émettre de la monnaie justement pour approvisionner l'économie en liquidité. De même, la Banque d'Angleterre a acheté pour 375 milliards de livres de bons du Trésor britannique pour approvisionner l'économie britannique en liquidité. En fait, ce qui se produit, c'est un autre phénomène qui est décrit par Keynes sous le nom de trappes à liquidité. Les trappes à liquidité se produisent ainsi. Il y a des liquidités partout et on ne trouve pas de crédit. Parce que tout le monde court après les liquidités et, stocke des liquidités. Vous avez donc ce phénomène de stockage des liquidités. Par exemple, aux États-Unis, je crois que les grandes entreprises américaines ont pour 2000 milliards de dollars de liquidités qui ne sont pas investis. Les banques américaines doivent avoir pour plus de 1000 milliards de liquidités non investies. Donc vous avez beaucoup de liquidités aux États-Unis. On peut dire même que les liquidités émises par la Federal Reserve ont permis de constituer les stocks de liquidités qu'on n'investit pas. On en est arrivé à peu près à cette situation-là. Mais si vous allez en Europe, je crois que les entreprises européennes doivent avoir plus de 1000 milliards de dollars de liquidités qu'elles n'investissent pas. Donc tout le monde place son argent en liquidité et vous ne trouvez pas de crédit. C'est ce qu'on appelle le phénomène des trappes à liquidité. Est-ce que vous pouvez expliquer, ou en tout cas émettre l'hypothèse de pourquoi
On n'investit pas. Alors, en fait, il faut partir de l'idée suivante. Je vais me fonder sur les cycles de Juglar. Juglar est un économiste, et un médecin français d'ailleurs, c'est pas un économiste, qui a inventé ce qu'on appelle le cycle des affaires aux États-Unis. Et Juglar explique qu'il y a deux périodes dans son cycle, c'est 1862, c'est très ancien Juglar. Deux périodes, la première, les gens prennent des risques et veulent gagner beaucoup d'argent. C'est la période des risques. Et par conséquent, la bourse monte, faut en avoir, ça va monter, donc tout le monde prend beaucoup de risques. Et plus de risques qu'il ne faudra en prendre. C'est l'époque où les grands dirigeants d'entreprise prennent des airs inspirés pour faire des achats stratégiques. Et puis, vous avez l'époque inverse, où c'est la trouille qui domine. Cette fois-ci, on ne cherche pas à gagner de l'argent, on cherche à retrouver l'argent qu'on a placé. Donc c'est plus du tout la même chose. Et alors cette fois-ci, c'est la période de la trouille. Mais c'est la période actuelle. Donc, si les gens ne placent pas dans des investissements, c'est parce qu'ils ont peur de perdre leur argent. Avant, ils prenaient des risques parce qu'ils voulaient gagner beaucoup d'argent, et maintenant ils ont peur. Et ce cycle de la peur de perdre de l'argent, qui suit toujours les grandes spéculations d'ailleurs, notamment les grandes spéculations financières, dure depuis 5 ans. Et alors, ceci explique par exemple que vous avez des investisseurs qui sont obligés de placer des dizaines et des centaines de milliards de dollars par an. Enfin, ce sont souvent des compagnies d'assurance. Vous avez la PIMCO qui est très connue pour acheter des obligations sur les marchés. C'est le plus gros acheteur. Je crois que c'est une filiale d'Allianz. Mais vous avez donc des assurances, vous avez des fonds de pension, vous avez toute une suite. Oui. Oui. Non, je voulais vous demander s'il y a suffisamment de liquidités dans le système pour éponger toutes les dettes, à votre avis? Si on veut créer des liquidités pour éponger les dettes, oui, on peut. On peut, et par-dessus le marché, ça ne créerait pas d'inflation. Qu'est-ce qui impose justement, on a parlé du TSCG tout à l'heure, c'est quand même quelque chose qui va dépouiller les souverainetés nationales en matière de décision budgétaire. Est-ce que Alors, finalement c'est pas un prétexte pour déposséder les peuples de leur souveraineté? c'est vrai, dans une certaine mesure. En réalité, la Banque Centrale Européenne et les Allemands n'ont pas la même vision que les Anglo-Saxons. Lorsque je vous décris la Federal Reserve, c'est-à-dire la Banque Centrale Américaine, ou la Banque d'Angleterre, qui est la Banque Centrale d'Angleterre, qui émettent des liquidités pour, comment dirais-je, noyer la crise, ils y sont parvenus. Ils n'ont pas réussi à relancer l'économie, mais ils ont empêché les faillites systémiques bancaires et les faillites systémiques dans le shadow banking, il y en aurait eu aussi. Donc ça, ils y sont parvenus. Mais la Banque Centrale Européenne ne le peut pas parce que les Allemands ne le veulent pas. Alors, d'où est-ce que ça vient? C'est que entre 1918 et 1923, les Allemands ont financé une hyperinflation extraordinaire puisque le dollar qui valait 4,2 Deutsche Mark en novembre 1918 en valait 4200 milliards de Deutsche Mark le 15 novembre 1923. Vous voyez, les chiffres étaient flous. Et par conséquent, les Allemands sont restés, paraît-il, traumatisés par cet aspect des choses. Ce qu'ils savent moins, c'est que en 1930, le gouvernement allemand s'est retrouvé dans une situation analogue au gouvernement espagnol ou au gouvernement italien d'aujourd'hui, et il n'arrivait plus à financer son budget. Eh bien, il n'a pas eu de prêt de la Reichsbank, qui est l'ancêtre de la BCE, qui est l'ancêtre de la Deutsche Bank d'aujourd'hui. Il n'a pas eu de prêt parce que ça aurait créé théoriquement une inflation. Ça était très loin. En juillet 1930, la 4e banque d'Allemagne, la DADAT Bank, fait savoir au gouvernement que si elle n'a pas des avances de l'État, elle va faire faillite le lendemain. Le gouvernement allemand demande des avances de la Reichsbank, dans celle de la Bundesbank, qui refuse. Il demande à ce moment-là l'intervention d'une banque allemande très célèbre, je n'ai plus son nom, un petit peu comme la Reichsbank si vous voulez, qui était la première banque nationale allemande, qui dit mais je ne sais pas si dans une semaine je pourrai faire face. Et c'est ainsi qu'il y a eu une faillite systémique bancaire parce que l'ancêtre de la BCE a refusé au gouvernement allemand les avances nécessaires pour soutenir les banques. C'est invraisemblable, si vous voulez, parce que les systèmes traditionnels des banques prévoient que les banques centrales sont les prêteurs en dernier ressort. Quand il n'y a plus d'autres prêteurs, c'est eux qui prêtent aux banques. Et c'est très ancien. La Banque d'Angleterre est un prêteur en dernier ressort des banques anglaises
depuis le XVIIIe siècle. La Banque de France a été créée pour être le prêteur en dernier ressort des banques françaises avec la loi de 1806. Donc, les anciennes banques de France et d'Angleterre étaient plus modernes que les BCE d'aujourd'hui. Une faillite systémique bancaire. En France, il n'y a pas eu de faillite systémique bancaire en 1931, alors qu'il y a eu le bank run, puisque pendant 15 jours, les déposants faisaient la queue devant les agences de banque françaises, et à chaque fois, on versait des billets en échange des dépôts, puis le guichetier disait, mais les 3 heures, je n'ai plus de billets, mais demain, le camion de la Banque de France va en amener. Ça durait pendant 15 jours. Puis après, les gens se sont arrêtés, et je sais pas ce qu'ils ont fait. En tous les cas, une seule banque a sauté, c'est la Banque nationale de crédit, parce qu'elle avait spéculé sur le diamant. Certains disent que la confiscation de la création monétaire a une grande part de responsabilité dans la crise actuelle, au niveau des dettes souveraines. Disons qu'on s'est retrouvé dans une situation où la monnaie, l'euro qui aurait dû être la monnaie commune, est devenue une monnaie étrangère. Alors que s'est-il passé? Jusque en fin 2009, il n'y a pas de risque pays dans la zone euro. C'est-à-dire que les grands investisseurs sur les marchés, qui ont très peur depuis 2008, ils sont même depuis 2007 en fait, on est dans l'époque de la trouille que je vous ai décrit, acceptent volontiers d'acheter des titres d'État de tous les pays de la zone euro. Bon, il est vrai que quand on arrive à la Grèce, on s'amuse, mais c'est tout de même acheté. Et là-dessus, il y a la révélation des turpitudes de la Grèce. On pense d'abord que les finances grecques sont des écuries d'Augias, et on s'est aperçu après que c'était les tonneaux des Danaïdes. Bien. Et à ce moment-là, le risque pays réapparaît. Et si le risque pays réapparaît pour la Grèce, il réapparaît pour les autres. Et à ce moment-là, l'euro n'est plus une monnaie, n'est plus une monnaie commune, ça devient une monnaie étrangère aux États. Et c'est ainsi que ce risque pays qui réapparaît a créé des difficultés financières à des budgets alors qu'il n'y avait pas de cause objective. Je vais donner un exemple. Avant la crise espagnole, avant l'été 2010, parce que la crise espagnole commence en mai 2010, eh bien, le déficit, l'endettement public de l'Espagne était de 23% du PIB, je crois, ou 26% du PIB. Bon, l'endettement des régions était déjà de 15%, on ne le disait pas. Mais le total faisait 41, 42%, c'était pas affreux. L'endettement de l'Irlande était aux alentours de 23, 25%. Donc, ça n'était pas affreux. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les banques irlandaises, je pense que les banquiers irlandais ont dû apprendre leur métier dans les salons de l'Ouest sauvage au XIXe siècle en jouant au poker. Bien. C'est-à-dire que les banques irlandaises empruntaient plus à l'étranger qu'en Irlande, et on n'a jamais très bien su où elles avaient mis leur argent. J'ajoute que les banques étrangères qui prêtaient aux banques irlandaises, l'argent n'allait pas en Irlande. Il y avait une banque allemande qui est connue comme le Louban, qui avait prêté pour 135 milliards d'euros à des banques irlandaises. On s'est aperçu que tout l'argent était parti en dehors d'Irlande, mais on n'a jamais su où. Bon, ça l'Irlande est un paradis fiscal de fait. Et brusquement, les banques irlandaises, on s'est aperçu qu'elles n'étaient pas vraiment solvables. Et l'État a été obligé de se déclarer, enfin, il n'a pas été obligé, il a décidé de le faire, tout simplement parce que le Premier ministre et le ministre des Finances jouaient au golf avec les dirigeants des 5 banques irlandaises. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais les boules de golf sont très discrètes, elles ne vous diront jamais ce qui s'est passé. Donc l'Irlande s'est déclarée responsable pour les banques irlandaises. Résultat, le déficit budgétaire est passé à 32% du PIB en un an, et la dette est passée de 26 ou 29% du PIB à 112% en un an. Enfin bref, ça a été quelque chose d'atroce, il a fallu demander le sauvetage européen. Alors en Espagne... La BCE aurait pu financer directement... Si l'Irlande était très ennuyée parce qu'il est un fait qu'elle empruntait à l'étranger. Un peu comme l'Islande, si vous voulez. Alors, il est évident qu'un pays qui emprunte à l'étranger ne peut pas secourir les banques avec sa monnaie. Bon. Prenons l'Espagne. Je donne l'exemple de l'Espagne. Les banques espagnoles n'empruntaient pas énormément à l'étranger. Si les banques françaises ou allemandes sont coincées en Espagne, c'est parce qu'elles ont prêté aux promoteurs. C'est pas parce qu'elles ont prêté aux banques espagnoles. Les banques espagnoles auraient emprunté des P7, elles financèrent P7. S'il y avait eu un bank run en Espagne, on pouvait faire comme en France en 1931.
la Banque d'Espagne prêtait le nombre de pesettes qu'il fallait, et je ne dis pas tout rentrer dans l'ordre. On aurait eu une crise à la japonaise, mais on n'avait pas ce qui se passe aujourd'hui. Donc, comme la Banque d'Espagne n'a pas le droit de prêter aux banques espagnoles, bon, vraiment, elle le fait tout de même. Donc, c'est l'État qui s'est retrouvé un peu responsable pour les banques espagnoles. Et c'est l'origine des déficits de l'Espagne qui, brusquement, se sont mis à monter d'une façon exagérée. Puis vous avez un autre aspect. L'Espagne a confondu la spéculation immobilière et la croissance économique. En 2006, on a mis en chantier plus de logements en Espagne qu'en France, en Allemagne et en Italie réunis. Et les Espagnols se sont retrouvés avec, ils ont avoué 1 300 000 logements en vente, je crois que c'était 1 800 000. Aujourd'hui, on ne sait pas exactement combien de logements ils ont en vente. On dit c'est 1 million, c'est 1,3 million, c'est 1,6 million, ça dépend de l'écrivain à la limite. En réalité, il y a beaucoup de logements en vente qui ne trouvent pas de preneurs. Qui les a financés? Ce sont les banques, à travers les promoteurs. Et les banques espagnoles ont financé les promoteurs à hauteur de 435 milliards d'euros. Je ne sais pas ce que valent ces actifs. Bien. Donc, par conséquent, vous voyez un petit peu, quand c'est le tiers des crédits des banques espagnoles, à peu près ça, vous voyez à peu près où ils en sont. Donc, par conséquent, on peut dire que le système bancaire espagnol est devenu pratiquement virtuel. Et c'est donc le système bancaire qui a précipité la crise. Et il n'a peut-être pas précipité de façon directe d'ailleurs. Lorsque l'on cesse de fabriquer des logements parce qu'on en a trop, qu'est-ce qui se produit? Ben, les entreprises de construction cessent de travailler. Les agents immobiliers aussi d'ailleurs. Tout le secteur qui tournait autour de la construction cesse de travailler. C'est 10% du PIB. Vous voyez le nombre de chômeurs que ça crée. Vous voyez, comment dirais-je, l'arrêt des ressources fiscales que ça donne. C'est ça qui a provoqué la crise en Espagne, c'est lorsque le secteur s'est arrêté. Alors, lorsque vous avez un déficit de ce genre, de 10%, on est arrivé à 10% en Espagne, un petit peu plus, 11%. On a vu ça dans les années 30 aux États-Unis, ça s'appelle aujourd'hui le stabilisateur automatique. C'est-à-dire que l'État a beaucoup moins de ressources fiscales, puisqu'il y a la crise, mais il ne peut pas tellement jouer sur ses dépenses. Donc, il y a un déficit qui se crée automatiquement. On l'appelle le stabilisateur fiscal. Et le stabilisateur automatique, il a fonctionné aux États-Unis beaucoup plus qu'on ne le croit dans les années 30. Il a fonctionné en France dans les années 30. Les déficits budgétaires français étaient absolument épouvantables dans les années 30. Et la France empruntait sur les marchés internationaux à 5% sans aucune difficulté. Alors, et on avait un endettement égal à 150% du PIB. Là, si vous voyez, on arrivait à faire des choses miraculeuses qu'on ne sait plus faire aujourd'hui. Donc, qu'on veut plus faire. Parce que oui, effectivement, je pense qu'il y a qu'est-ce que, disons, quelle serait la piste à prendre pour sortir de la crise actuelle? Enfin, on a quand même une certaine idée des problèmes. Mais selon vous, pensez-vous que les décisions prises au niveau européen actuellement mènent à une sortie de crise? Alors, déclarer qu'une crise d'origine financière, je vous ai décrit l'Espagne, vous savez que l'Angleterre n'est pas en meilleur état que l'Espagne. Simplement, les Anglais ont un avantage, mais ils sont pas dans l'euro. Donc la Banque d'Angleterre fabrique le nombre de livres sterling qu'il faut. Parce que les ménages anglais, je crois, étaient endettés à 170% du PIB en 2008. Ils sont endettés à 155. Alors que les ménages espagnols, c'est simplement 130. Et c'était Martin Wolf, qui est le grand chroniqueur du Financial Times, qui avait écrit à propos d'un livre de Tony Blair, « Je frémis d'horreur à l'idée que Tony Blair aurait pu nous faire rentrer dans l'euro. » Ça en dit long sur ce qu'a fait l'euro. L'euro est devenu une monnaie étrangère qui étrangle les finances publiques des différents États. Alors, de toute façon, les élections en France se sont faites sur des mensonges. On a décidé de ne pas évoquer la crise économique. C'est une décision dans laquelle toutes les élites dirigeantes ont été d'accord. Bien. Le gouvernement socialiste ne savait probablement pas où il allait. Alors, que se passe-t-il maintenant? Il a pris l'engagement du TSCG pour réduire le déficit budgétaire de 4,5 à 3% du PIB
il faut, dans le cas d'une croissance de 1% par an, un effort annuel de 33 milliards d'euros. Si la croissance tombe à 0,5%, il faut 38 annuels. Et si la croissance tombe à 0, ce qui est le calcul, il faut 44 annuels. Et après, il faudra réduire de 3 à 0, c'est-à-dire qu'il faut trouver le double. 4,5 à 3, c'est 1,5. 3 à 0, c'est 3. On va trouver le double, c'est-à-dire 88 milliards d'euros plus 44. Bon, mettons qu'à 66 plus 33 si on veut être optimiste. Mais c'est plutôt 44, 88 plus 44. Ça fait 130. Et comme il faut en plus, le traité exige un excédent d'1,5% par an, c'est-à-dire qu'il faut 4 fois 44 milliards d'euros par an. Je n'ai pas vraiment l'impression que ni le gouvernement, ni le président, ni l'opposition, ni les députés aient mesuré ce qu'ils ont mesuré quand ils ont voté le traité. Alors, que va-t-il se passer? D'abord, est-ce qu'on va arriver à 3% l'année prochaine? Si on n'arrive pas à 3%, quelle va être la réaction d'Angela Merkel? Mon idée personnelle, c'est que jusqu'en octobre 2013, elle fermera pieusement les yeux. Pourquoi octobre 2013? Ce sont les élections du Bundestag en Allemagne, et Angela Merkel, elle est créditée aujourd'hui de 38 à 39% des voix, les sociodémocrates seraient à 30, en fait veut reconstituer la coalition noir-rouge, c'est-à-dire chrétiens-démocrates, sociaux-démocrates. Et une fois qu'on aura eu les élections derrière soi, on pourra s'occuper des choses sérieuses. Je ne sais pas ce que les Allemands décideront après octobre 2013. Je crois simplement que jusqu'en octobre 2013, ils fermeront pieusement les yeux. Après, je ne sais absolument pas ce qu'ils décident. Et je crois que François Hollande a décidé de tenir tête aux Allemands. Il n'est pas du tout comme le président Sarkozy, qui était devenu le petit toutou, qui acceptait n'importe quoi. Le président François Hollande essaye de tenir tête aux Allemands, mais il n'y parvient pas. À chaque fois qu'il obtient une concession, elle est vidée de son contenu. Et il y parvient, et Angela Merkel est très très fort. Par exemple, on prévoit un plan de relance de 120 milliards d'euros, par rapport aux 12 000 milliards d'euros de PIB de l'Europe, de la zone euro, ça n'est jamais que 1%, on dire des cacahuètes. Hein. Les plans américains ont tout de même atteint 5% du PIB. En 2 ans. Enfin, là, 1% du PIB, vous voyez ce que ça donne. En réalité, sur les 120 milliards d'euros, il n'y en a que 10 qui seraient empruntés. Donc, vous voyez, les Allemands ont réussi à vider le plan de relance. De même, il y a des questions de supervision bancaire. On va faire un contrôle européen des banques. Les Allemands disent, ah oui, mais uniquement les grandes banques. Je vais vous dire pourquoi. Les banques allemandes sont des ruines fumantes. Tout le monde le dit. Les journaux financiers américains et anglais le répètent régulièrement, et ils disent que si les Allemands ne veulent pas que l'on contrôle les petites banques, c'est pour qu'on ne contrôle pas les banques d'État et les caisses d'épargne allemandes. Par contre, les banques françaises, ça pose pas de problème, il n'y en a que 5, elles sont très grosses, elles seront toutes contrôlées. Donc vous voyez, tout se passe ainsi. Mais est-ce que le président Hollande est totalement dupe? Peut-être lui aussi joue-t-il la montre en attendant de voir ce que les Allemands vont faire après octobre 2013, parce qu'il va dire maintenant, ou c'est la solidarité européenne, ou vous n'en voulez pas. Et il est évident que le problème se posera. Nous ne savons pas ce que les Allemands répondront. Honnêtement, on ne peut pas le savoir. Vous pensez qu'effectivement, c'est sur cette question-là que se jouerait une sortie de crise, ou pas? De toute façon, on ne pourra pas rester dedans. Parce que si vous réduisez le déficit budgétaire de 4,5%, je pense simplement 0, moi, je parle pas de l'excédent exigé. Si vous réduisez le déficit budgétaire de 4,5%, il est admis que vous allez avoir une baisse du PIB du même ordre. Ce sont des statistiques qui ont été établies par le Fonds monétaire international sur l'évolution des PIB au fur et à mesure qu'on a réduit les déficits budgétaires en Espagne, au Portugal, en Irlande. Et donc, lorsque je vous donne ce coefficient multiplicateur de 1, je ne l'invente pas. Le FMI en croit même à 1,5. Enfin, réduisons le PIB de 4,5%. D'abord, si on réduit le PIB de 4,5%, il va falloir trouver encore de l'argent en plus. Les 132 milliards d'euros ne vont pas suffire. Bien. Donc, on va réduire le PIB de 4,5%. Si vous réduisez le PIB de 4,5%, ça m'étonnerait que vous n'ayez pas une hausse importante du chômage. Il dépasse les 10% officiels, je prends en statistique internationale. Alors, restons sur les statistiques internationales, il dépassait les 10% avant la rentrée. Puisque ça va donner à la fin de l'année, on va pas aller loin de 11%.
Si vous avez une telle austérité budgétaire, en 2017, c'est 17%. Lorsque 1000 chômeurs par jour, 1000 nouveaux chômeurs par jour. Oh oui, 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 facile. Mais il faut bien voir que 1000 chômeurs par jour, ça fait 360 000 par an. Par rapport à la population active, nous sommes à 1,5%. Facile, par an. Bon, si vous multipliez cela par 5 ans, vous faites 7,5 plus 10, vous voyez qu'on arrive au 17. Mais que fera-t-on quand on aura des jeunes clochards de moins de 25 ans avec les toutous dans les rues? Est-ce qu'il est possible, selon vous, que le peuple français veuille se libérer justement des contraintes de Bruxelles et pour retrouver sa banque centrale nationale? Actuellement, la crise n'est pas encore vraiment ressentie, je crois. Vous la ressentez, les jeunes la ressentent, mais elle n'est pas encore vraiment ressentie. La vraie, on va la ressentir dans 5 ans. Je ne sais pas ce que les Français penseront à ce moment-là. Ils penseront sans doute qu'on les a trompés. C'est tout ce que je peux dire, parce que on rentre cette fois-ci dans les analyses de l'historien, c'est-à-dire est-ce que au-delà d'un certain pourcentage de chômeurs, qui sera beaucoup plus élevé pour les jeunes, 17% de chômeurs, en statistique officielle, ça se traduit par 35% pour les jeunes, il ne faut pas se faire d'illusions. Qu'est-ce que ça peut donner? Est-ce que je ne veux pas répondre parce que on sort de la prévision pour rentrer dans le scénario et Ça reste ne de le la faisons prévision. pas. Ne le faisons pas. Mais on peut poser des questions. On peut poser la question, oui. Bon. Philippe Jumel, nous vous remercions pour Je vous remercie cette infiniment interview. pour votre accueil. Voilà, Voilà. je rappelle votre livre que vous avez coécrit avec Moral El Hattab qui s'appelle Crise d'une crise à l'autre.